Bonjour et bienvenue sur l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à l'UX Design, nous allons répondre à la question l'UX Design, c'est quoi au juste? Nous allons voir les principaux mots du vocabulaire qui composent le champ lexical du design UX, les principes clés qui sont régis et que nous allons manipuler afin d'arriver à notre objectif. Nous découvrirons également l'histoire de l'UX Design et ensuite nous conceptualiserons tout cela. Alors aujourd'hui, on va donc voir la partie théorique des méthodes qui sont impliquées dans l'UX Design. On va voir également plusieurs fonctionnalités importantes qui vont nous permettre de mettre en place des solutions afin de répondre aux problématiques des utilisateurs. Donc la première question, c'est l'UX Design, c'est quoi au juste? Eh bien, finalement, c'est une méthode qui permet d'aborder des problématiques en ayant le regard de l'utilisateur, c'est-à-dire en se mettant à la place de l'utilisateur qui a un objectif. Et on va voir comment déjà parler UX Design avec les mots de l'UX Design. Alors, l'UX Design, c'est un ensemble de vocabulaire, un vocabulaire précis. On va commencer avec la première notion importante, c'est la notion d'interface utilisateur. Alors, User Interface en anglais. Donc l'interface utilisateur, c'est inter qui signifie entre. Donc c'est vraiment un système qui est entre, pour notre cas et dans le digital en général, un ordinateur, un écran et un utilisateur. Donc l'interface, c'est vraiment ce qu'on retrouve à l'intersection des fonctionnalités d'un produit et des possibilités d'action d'un utilisateur. L'UI se réfère à la partie visuelle et interactive d'un produit, puisqu'on ne peut parler d'expérience utilisateur qu'à partir du moment où on a une interactivité. Donc une interactivité se produit à l'aide d'une interface, donc ça paraît assez cohérent, et c'est ce que finalement les utilisateurs voient et avec quoi ils interagissent. C'est vraiment important de comprendre qu'un utilisateur ne peut effectuer qu'un ensemble de manipulations limitées, et c'est dans l'implémentation logique de ces manipulations que l'interface produira une expérience utilisateur. Donc l'interface utilisateur provient du vocabulaire de l'UX, mais également de l'UI, et d'ailleurs notamment est basé finalement sur ce mot-là, puisque quand on parle d'UI UX, on parle bien d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur. Donc pour continuer, c'est l'expérience utilisateur, donc en anglais User Experience, qui est finalement l'ensemble des aspects qui régissent l'interaction d'un utilisateur avec un produit. On peut parler d'expérience utilisateur lorsque l'on utilise un produit, un marteau, même ça fonctionne aussi, un service ou un système. Alors c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue psychologique parce que ça va concerner l'ensemble des émotions, des perceptions et des réponses auxquelles un utilisateur va être confronté lors de l'utilisation d'un produit ou d'une application. Donc c'est un ensemble qui est éminemment à la fois composé d'une systématique objective, mais également subjective, puisqu'elle va consister finalement, l'expérience à l'utilisateur, à comprendre les interactions internes qui se produisent sur l'utilisateur, sur sa partie émotionnelle, sur sa partie perceptuelle et sur les réponses qu'il va, on appelle ça également des feedbacks, qu'il va produire lorsqu'il va utiliser un produit ou une application. Donc c'est vraiment se focaliser sur la qualité de cette relation que l'on nommera expérience utilisateur. Alors, pour pouvoir parler d'expérience utilisateur, il faut prendre le terme utilisabilité. Donc, utilisabilité, la version anglaise c'est usability, traduction. Et c'est cette notion d'utilisabilité que l'on va mesurer et qui va représenter la facilité avec laquelle l'utilisateur pourra utiliser un produit ou un système pour atteindre ses objectifs. Un produit qui est hautement utilisable est intuitif et facile à comprendre. Donc c'est finalement à l'intersection de l'intuitivité et de la facilité de compréhension qu'on va trouver l'utilisabilité. C'est vraiment un degré de notation de la simplicité d'utilisation d'un produit. Un produit est intuitif à partir du moment où la charge mentale qu'il va me demander afin de l'utiliser est la plus basse possible.
À partir du moment où la charge mentale augmente ou que je me trouve en dehors de mon modèle mental, c'est-à-dire à devoir comprendre, à devoir essayer d'imaginer les raisons pour lesquelles on me propose une interface d'utilisation d'un système ou d'un produit, eh bien je diminuerai d'autant l'utilisabilité de ce produit-là. Donc c'est la raison pour laquelle les directions que l'on prend généralement sont des directions de simplification, de simplicité, pour augmenter l'utilisabilité du produit. Donc c'est la notion qui est la plus importante en UX design. Si on continue, évidemment, on tombe sur un concept fondamental pour pouvoir produire une expérience riche, c'est l'architecture de l'information. On pense souvent une page de données ou une page web ou la page d'une application en ligne comme étant un ensemble d'informations. Si l'on y voit simplement un ensemble de blocs, un ensemble de polices de caractères qui sont reliés et qui possèdent des propriétés telles que des tailles de caractères, des interlignages, des approches de caractères, etc., on perd une grande partie de l'expérience utilisateur. L'architecture de l'information, c'est une structure organisée et conceptuelle de ce que l'on va proposer dans un système. Ce qui est fondamental parce que cela va agir sur la manière dont l'utilisateur va percevoir cette information. Une information se doit d'être organisée, présentée et étiquetée pour les utilisateurs. C'est-à-dire que le but de l'architecture de l'information, c'est d'avoir une dynamique qui propose plusieurs types d'informations d'une manière plus ou moins mise en évidence, de façon à accentuer, à augmenter l'utilisabilité du système pour pouvoir finalement proposer les fonctionnalités qui sont celles qui répondent à l'attente de l'utilisateur. C'est fondamental d'avoir une architecture qui soit claire, qui soit d'ailleurs que l'on travaille généralement avec des outils d'organigramme, de façon à proposer une navigation notamment, puisque l'architecture de l'information est la base de la navigation, de façon à ce que l'utilisateur ait la charge mentale la plus faible possible et puisse le plus simplement possible arriver à son objectif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dès la conception du produit. Une fois que l'architecture de l'information est mise en place, on a un terme qui revient très souvent également en UX design, c'est wireframe. Alors c'est un terme qui provient de la conception 3D. Wireframe, c'est un fil de fer, traduction française de wireframe. Un fil de fer, c'est une représentation allégée et plutôt symbolique, systémique et simplifiée de la réalité. Pour l'UX design, le wireframe, c'est un schéma de conception, alors que l'on peut appliquer à n'importe quoi finalement, un site web, une application, un design, n'importe quoi, et qui représente finalement la disposition, la façon que l'on va de mettre en scène l'architecture de l'information avec des éléments qui proviennent de l'interface utilisateur. Donc on a un certain nombre d'éléments, notamment interactifs ou statiques, dans l'interface utilisateur, et le wireframe, c'est finalement mapper, c'est-à-dire faire correspondre une architecture de l'information avec une implémentation en termes d'éléments visuels et graphiques, donc qui vont servir à agencer les contenus et surtout à donner accès aux fonctionnalités qui sont prévues dans notre application ou notre site. Donc un wireframe est une étape fondamentale puisque le principe que l'on va utiliser ici, c'est itérer de façon à produire un résultat de plus en plus finalisé, de plus en plus complet, de plus en plus travaillé, mais avec comme objectif qu'il soit déjà quasiment utilisable dans sa version la plus simple, c'est-à-dire lorsque l'on en est à son wireframe. Donc c'est important de comprendre que la démarche d'itération se passe à partir du début sur une simplification systémique de l'architecture de l'information pour arriver à la fin à ce que l'on va donc finalement appeler une interface riche, c'est-à-dire une implémentation visuelle à base d'éléments qui proviennent des jeux d'éléments que tout le monde connaît, c'est-à-dire des boutons, des titres, des paragraphes, des menus, etc. Et ça sera simplement lorsque on fera correspondre l'architecture de l'information avec les données visuelles qui proviennent de l'interface utilisateur qu'on pourra
parler d'expérience utilisateur. Donc ça, c'est fondamental. On arrive également donc dans ce procédé de création de méthodes pour l'UX à ce qu'on appelle une maquette. Alors traduit en anglais c'est mock-up. Mock-up a un sens un peu restrictif à mon avis parce que lorsque l'on pense mock-up on pense à quelque chose qui est standardisé, que l'on va réutiliser en changeant que certaines des parties. Alors il s'avère qu'aujourd'hui c'est un aspect très important du digital puisqu'on tend à systématiser absolument toutes les parties créatives. Alors attention, moi j'émets toujours des doutes sur l'utilisation des mock-ups et je suis tout à fait partisan de les utiliser, il n'y a aucun souci, mais il faut bien prendre en considération le point suivant. Un mock-up est un objet entre guillemets marketing qui est fait pour être vendu, puisque les mock-ups sont vendus et sont là pour être revendus notamment à généralement des personnes qui n'ont pas de connaissances particulières dans la créativité sur le web ou sur les produits digitaux. Donc ils sont généralement faits et ont un impact maximum avec les textes pour lesquels ils ont été créés. Donc la limite, c'est finalement qu'un mock-up fonctionne très très bien avec les éléments qui le constituent, puisque il revêt l'apparence, sa meilleure apparence, de façon à être vendu. Lorsqu'on utilise un mock-up et qu'on va commencer à changer les éléments, qu'on va par exemple noter, parce que c'est souvent les mock-ups proviennent des pays anglo-saxons, pour la plus grande majorité d'entre eux. Donc lorsqu'on va commencer à traduire les textes, à modifier les polices, les tailles, à changer les éléments graphiques, et bien généralement le mock-up s'écroule, puisque eh bien, il répond à une seule problématique, et l'objectif de celui qui le crée, c'est de le vendre. C'est loin d'être l'objectif de celui qui va l'utiliser. Donc je mets juste un doute à ce niveau-là sur les mock-ups. Donc la maquette, c'est une représentation visuelle statique, et c'est de là d'où vient le problème, c'est parce que c'est statique, d'une interface utilisateur. Alors c'est vrai que, contrairement à un Warframe qui peut ne pas nous donner exactement le rendu final, le mock-up, la maquette ressemble beaucoup au produit final, puisqu'elle va montrer les parties les plus importantes, c'est-à-dire la partie qui va être extériorisée, qui va constituer l'interface utilisateur, en termes de couleurs, de police et d'autres éléments de design. Quand je parle d'autres éléments du design, j'entends également la répartition des blancs sur les différentes pages qui constituent l'application notamment. Sachant que pour la police de caractère, et d'ailleurs c'est stipulé dans son nom, une police de caractère ne véhicule qu'un caractère, c'est-à-dire une sorte de rendu type d'un contenu qui est bien évidemment le texte que l'on va mettre. Donc c'est à l'intersection des éléments de design qu'on va retrouver le produit final. Une fois qu'on a évidemment passé donc à la fois dans un premier temps la conceptualisation, dans un deuxième temps la création de l'architecture de l'information, ensuite on va avancer sur un wireframe de façon à être de plus en plus précis, on va passer sur un mock-up ou une maquette, et bien on va finir sur un prototype, puisqu'il est évident que l'expérience utilisateur se base sur l'interactivité. C'est impliqué, puisque on sait qu'aujourd'hui, dans le digital notamment, la partie la plus complexe, c'est l'implication de l'utilisateur. Donc pour pouvoir l'impliquer, il faut l'engager. Et pour l'engager, il faut que le produit soit interactif. La seule solution qu'on a pour montrer l'interactivité d'un produit, c'est d'en créer un prototype. Le prototype, c'est la réalisation d'un seul exemplaire de notre application ou de notre système digital de façon à en mesurer l'interactivité. Alors, le prototype est une version interactive d'une interface utilisateur, c'est-à-dire que cela va mettre en évidence les interactions qui vont être rendues possibles par cette interface utilisateur. On va l'utiliser dans plusieurs buts, notamment un premier but qui va être le test, puisque le test, c'est la confrontation de l'interface utilisateur à un ensemble d'utilisateurs qui ont probablement des objectifs différents. Et même s'ils ont des objectifs communs, ils auront probablement des attentes différentes. Donc cela va permettre de tester, de voir si l'on est compatible avec les attentes des utilisateurs.
avant de produire un produit final. Cela va également servir à démontrer que les fonctionnalités du produit sont accessibles via l'interface utilisateur. Ça peut être relativement complexe, hein, suivant les fonctionnalités qui sont prévues dans le produit final. Donc le prototype va permettre de valider les fonctionnalités du produit. Alors évidemment, les prototypes peuvent être de plusieurs natures, hein. Alors on va parler de prototypes low fidelity ou basse fidélité en français. Lorsque les prototypes sont uniquement là pour valider des concepts, des méthodes d'interactivité, mais on parlera de prototypes haute fidélité, high fidelity en anglais, lorsque le prototype va servir à vraiment expérimenter au plus proche de la réalité les interactivités que l'on développera dans les produits qui sont à l'étude ou en cours de développement. Donc le prototypage est une étape fondamentale qui arrive à la fin et qui permet, avant de passer vraiment à la construction du produit, à la validation des différents aspects d'interactivité de ce produit. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout cela n'a de sens que si l'on s'adresse à un utilisateur. On ne peut concevoir un produit si on ne prend pas en compte l'utilisateur qui va en être la cible finalement. Alors c'est un petit peu comme on ne peut pas concevoir un produit si l'on n'a pas également une idée du contexte dans lequel on va l'utiliser. Donc c'est pour cela que l'on prendra toujours en UX design, alors c'est un outil qu'on va utiliser dans d'autres disciplines du digital également, on va l'utiliser surtout en marketing, mais nous on va l'utiliser en UX design de façon à se confronter à la réalité. Alors le persona est une représentation, alors fictive, j'émets également une réserve sur ce terme fictive, puisque on a besoin de données réelles. Alors c'est là où la phrase, il faut bien la comprendre, hein. C'est une représentation fictive des utilisateurs basée sur des données démographiques et comportementales réelles. Ça, c'est un véritable persona. J'insiste là-dessus, puisque généralement, le persona est décrit comme un utilisateur virtuel qui n'existe pas. Or, c'est absolument pas le cas, c'est tout à fait erroné de penser qu'un utilisateur c'est cela. Un utilisateur c'est simplement quelqu'un que l'on va créer de toutes pièces, mais en prenant comme données, en se basant sur des données qui vont être issues d'études réelles, donc qui vont être produites par notamment les services commerciaux de l'entreprise, qui sont les premières à avoir des idées réelles des clients de l'entreprise. Donc on va remonter les données comportementales et démographiques notamment de ses clients, ses prospects, etc., pour avoir des données sur lesquelles on va pouvoir bâtir une représentation fictive de l'utilisateur. Alors, l'enjeu premier des personas, c'est apprendre à comprendre leurs besoins, leurs objectifs et leurs motivations. C'est surtout pour ces trois parties très importantes, c'est-à-dire la compréhension des besoins, vont en découler la compréhension de leurs objectifs et aussi de leurs motivations, que l'on arrivera à proposer une expérience utilisateur riche et qui sera adéquate aux différentes attentes de nos utilisateurs. Donc les personas sont fondamentaux, et cela va permettre de créer un design, une expérience qui prendra en compte à la fois les attentes de celui, c'est-à-dire de nous, nos attentes personnelles, celles que sont les attentes de l'entreprise, et également les attentes des utilisateurs en termes d'utilisation du produit. Alors, pour pouvoir comprendre les attentes des utilisateurs en se basant sur les personas, il nous faut également un outil que l'on appelle scénario d'utilisation. Alors c'est très important puisqu'on est face à une interface qui va être donc de niveau d'interactivité, hein, c'est-à-dire qui va permettre un contact interactif entre l'utilisateur et le produit. Or, il s'avère qu'on va devoir s'appuyer sur ce qu'on appelle des scénarios d'utilisation de façon à créer une expérience qui réponde aux besoins et aux attentes de l'utilisateur. Donc, le scénario d'utilisation est basé sur une narration.
la narration que l'on va mettre en place, ça va surtout servir à décrire la façon dont l'utilisateur interagit avec un produit dans une situation donnée. On va prendre par exemple un cas d'utilisation, on va dire que par exemple l'utilisateur cherche une solution par exemple simple pour répondre à une problématique qu'il a, et donc on va le décrire, on va le mettre sur du papier en noir sur blanc, on va narrer cette situation de façon à avoir une direction, et c'est la direction que prendra l'utilisateur pour arriver à son objectif. Les scénarios d'utilisation sont importants pour nous concepteurs puisqu'ils vont nous servir à comprendre le contexte d'utilisation. Le contexte d'utilisation, c'est dans quelle mesure la situation dans laquelle se trouve l'utilisateur a une incidence sur la façon dont il va interagir pour arriver à son but. Ça va nous permettre surtout de proposer une expérience qui va être adaptée aux besoins de l'utilisateur. Les besoins, je le rappelle, des utilisateurs sont toujours en adéquation avec le contexte dans lequel ils interagissent et l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc c'est fondamental de comprendre, grâce à ces scénarios d'utilisation, la façon dont l'utilisateur interagit dans un contexte particulier. Donc c'est pour ça qu'on pourra souvent avoir des scénarios d'utilisation qui seront divers et variés, de façon à couvrir les différents contextes dans lesquels pourront se trouver l'utilisateur lorsqu'ils interagiront avec notre solution. Une fois qu'on a créé ces contextes d'interaction, hein, avec la prise en compte donc, de ces contextes via les scénarios d'utilisation, on va utiliser un outil qu'on va aussi mettre en place pour l'UX Design, qui est le test d'utilisabilité. Alors, si je reviens au début de ma présentation, je parle d'utilisabilité, hein, c'est-à-dire la façon la plus simple et la plus évidente pour qu'un utilisateur aille à son objectif final, qui est la raison pour laquelle il a choisi d'utiliser notre produit. Or, le test d'utilisabilité va nous permettre d'évaluer l'interface utilisateur pour voir si les 3 critères qui sont les plus importants en UX design sont remplis. Le premier critère qu'on va essayer d'évaluer, ça va être l'efficacité. Ensuite, le deuxième critère va être l'efficience. Et finalement, c'est à la rencontre de ces 2 premiers critères que l'on va trouver le troisième, et qui est aussi l'un des buts de l'expérience utilisateur, c'est la satisfaction, c'est-à-dire le degré émotif de satisfaction qui va être engendré chez l'utilisateur, de façon à noter ces 3 critères, de façon à pouvoir potentiellement comprendre au travers de l'interface utilisateur les motivations intrinsèques de l'utilisateur. L'efficacité, c'est la simplicité. L'efficience, c'est être certain que ce que l'on a fait correspond aux attentes de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'efficience va noter la facilité avec laquelle l'utilisateur va arriver à son objectif. Et ces 2 premiers critères vont finalement déterminer le troisième, qui est la satisfaction de l'expérience utilisateur. Puisque c'est ce que l'on va chercher, c'est grâce à cette satisfaction que on va fidéliser un utilisateur, hein, puisqu'on va souvent retenir d'une expérience ces côtés émotionnels de simplicité, on s'est trouvé bien, c'était pas complexe, ça nous a pas perdu, ça a été très simple, efficace. Donc tout ça, ça va rendre une émotion globale que l'on appelle expérience utilisateur. Alors une fois qu'on a fait ces tests-là, il va falloir passer à la phase suivante, qui est le bêta-test. Donc le bêta-test, c'est un test préliminaire qui va être effectué sur une application quasiment en finalité de développement, hein, qu'on va produire avant de déployer commercialement une application ou un système, qui va être finalement la confronter à un groupe restreint d'utilisateurs, et dans le but de recueillir des commentaires avant son lancement officiel. C'est une phase qui est très très importante, puisque elle va consister à faire se rencontrer les attentes, les objectifs d'un groupe restreint d'utilisateurs, qui sont finalement un échantillon restreint d'un très grand groupe d'utilisateurs auquel s'adresse l'application.
de façon à en recueillir des commentaires. Les commentaires, c'est ces feedbacks. Le feedback en UX design, c'est fondamental. Le feedback, c'est l'information que l'on va obtenir d'un utilisateur malgré lui. C'est-à-dire que c'est un ressenti qui va être la base du fait qu'on va améliorer son application, puisque le feedback, c'est la réaction de l'utilisateur dans son champ généralement émotionnel et subjectif. Donc les commentaires ne seront intéressants qu'à partir du moment où on arrivera à en extraire les différents feedbacks subjectifs notamment et émotionnels. Par exemple, lorsque l'on entendra cette application, l'application est intéressante car elle est simple, eh bien on essaiera de savoir comment l'utilisateur se sent, qu'est-ce qu'il véhicule lorsqu'il nous donne cette phrase-là. C'est sur ça qu'on arrivera à améliorer l'expérience utilisateur de l'application ou du produit. Alors évidemment, tout cela dans un contexte de réactivité, alors en anglais responsivity, responsiveness, on parle aussi de responsive, qui est un critère fondamental puisque on a, depuis les débuts d'ailleurs des applications web et de l'approche digitale en ligne, une problématique fondamentale. D'ailleurs qu'au début on traitait d'une manière différente. Au début on avait des produits qui étaient différents suivant qu'on les consultait sur ordinateur ou sur mobile. On s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué de pouvoir maintenir plusieurs versions différentes d'une même application, puisque on a quand même l'objectif de l'utilisateur qui est absolument identique, qu'il soit sur un téléphone ou sur un ordinateur, ou sur une borne d'ailleurs à l'époque qu'on retrouvait dans les centres commerciaux ou autres. Et on avait donc cette problématique de devoir développer des solutions différentes. On a finalement simplifié le système en imaginant ce qu'on appelle un fluid design, c'est-à-dire un design qui va s'adapter au périphérique sur lequel on va le consulter. On parle donc de responsive design aujourd'hui, et elle fait partie intégrante de l'expérience utilisateur. L'expérience auquel je suis confronté sur un ordinateur doit être la même que celle qui provient de mon téléphone. Donc la réactivité, c'est la capacité finalement d'un site web ou d'une application de s'ajuster de manière dynamique. Alors quand on parle de s'ajuster de manière dynamique, c'est basé sur des concepts très très simples. Le concept du responsive est le suivant. On détermine une fenêtre à l'écran. Lorsque j'ouvre un onglet, par exemple, sur Chrome ou sur n'importe quel navigateur, eh bien, cet onglet possède une certaine largeur en termes de pixels. Donc, on est sur, par exemple, 1440 pixels pour un ordinateur classique. En tout cas, c'est une valeur théorique qui englobe la majorité des tailles d'écran aujourd'hui. 1440 pixels, et lorsque la largeur de l'écran va être inférieure à cette valeur-là, par exemple lorsqu'elle va être comprise entre 760 pixels et 1440 pixels, eh bien l'interface va se mettre à jour de façon à réduire par exemple le nombre de colonnes en largeur qui constituent les contenus. De la même manière, si je descends encore la largeur de ma fenêtre à l'écran et que je passe sous les 760 pixels, que je suis compris entre 384 pixels et 760 pixels, eh bien je me retrouverai sur une largeur dite de mobile à taille écran. Et ainsi de suite, si je descends au-dessous de 384 pixels, eh bien l'interface se remodifiera de façon, alors généralement en ne proposant qu'une seule colonne dans la largeur, c'est-à-dire en mettant toutes les colonnes notamment qui constituent mon design les unes sous les autres, de façon à pouvoir être consulté sur un mobile de première génération, c'est-à-dire avec un tout petit écran. Donc le principe c'est l'ajustement dynamique en fonction du nombre de pixels constitué par mon écran. Alors on a sur internet des sites qui nous donnent les bases de pixels de la majorité des téléphones aujourd'hui, donc ça on peut les trouver assez facilement, et donc finalement c'est une façon de permettre à l'utilisateur qui accède à notre application via son mobile de pouvoir participer à l'expérience. Alors quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il y accède à partir d'un ordinateur de bureau, c'est-à-dire avec un écran qui est évidemment plus large que haut,
Une tablette qui pose pas d'ailleurs de problème parce que généralement on est plutôt sur un format 4 tiers, mais toujours avec une largeur supérieure à la hauteur. Ou alors avec un téléphone, et là ben, on inverse le système et on se retrouve avec un périphérique qui a une hauteur plus importante que la largeur. Donc c'est des éléments à prendre en compte très tôt dans le projet parce que la réactivité d'une application ou d'un site, eh bien, évidemment, produit un effet sur l'expérience utilisateur. Donc c'est très important aussi de les dégager en amont du produit. Alors sur la réactivité, on va parler également d'une notion importante en UX design, c'est ce que l'on appelle les micro-interactions. Donc les micro-interactions, c'est fondamental, on en trouve, on les connaît, on y est confronté sur les mobiles, surtout sur les mobiles, sur les ordinateurs aussi. C'est des feedbacks, hein. Le feedback, c'est une notion importante en UX design. Un feedback, c'est un élément qui reconstitue visuellement, qui conforte l'utilisateur dans le fait qu'il permet à l'utilisateur de comprendre qu'on a pris en considération son action. Et donc la micro-interaction, c'est une petite animation qui peut être très très légère, qui peut demander par contre beaucoup de travail, hein, puisque je pense notamment par exemple sur l'application Spotify, lorsque l'on va cliquer sur le bouton j'aime, eh bien on va avoir une micro-interaction enfin si vous utilisez Spotify, regardez, vous allez voir c'est particulièrement bien fait. Ça a dû demander beaucoup de travail à développer, mais du coup, ça permet de donner un sentiment qualitatif, d'une part, hein, sur la qualité globale de l'application, puisque la micro-interaction permet également très rapidement de donner cette information sur l'expérience utilisateur. Également, ça permet de produire un feedback, et le feedback, je le répète, est fondamental. Alors pas que dans le champ de l'UX design, le feedback est un élément fondamental dans bien d'autres champs de recherche, mais notamment sur l'UX design, instantanément on va pouvoir recevoir un feedback, et ce qui va finalement avoir pour conséquence d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors on parle justement du feedback utilisateur. Le feedback utilisateur, c'est finalement une réponse notamment des utilisateurs sur leur expérience avec un produit ou un service. Alors on a deux types de feedback, le feedback utilisateur et le feedback concepteur. Donc le feedback concepteur est un feedback que l'application va donner à l'utilisateur de façon à le rassurer sur la bonne prise en compte de l'action qu'il vient d'effectuer. Ça peut être simplement un clignotement, un changement d'état, l'apparition du nombre, un contour. Bref, on peut avoir beaucoup de feedbacks différents. Ça peut être très très léger, généralement c'est largement suffisant, hein. On peut déceler des feedbacks qui sont très 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 légers, de façon à enrichir l'expérience mais ne pas l'alourdir. Et en deuxième partie, le feedback utilisateur, c'est le retour utilisateur de l'utilisation d'une application pour le concepteur, dans le but d'améliorer les interactivités, l'utilisabilité et l'efficience de ce produit. Donc les feedbacks sont fondamentaux. Pour pouvoir comprendre les feedbacks, il faut comprendre ce qu'est le design centré sur l'utilisateur. C'est une notion qui est fondamentale également depuis plusieurs années, puisque elle prend en compte l'utilisateur comme étant au centre des préoccupations. Et on le voit d'ailleurs dans tous les champs aujourd'hui, que ce soit commerciaux, marketing ou autres. On a vraiment l'utilisateur qui est au centre des préoccupations de tous. Pourquoi ? Parce que, alors user-centric design en anglais, puisque on va mettre au centre de la conception de notre produit, non pas l'utilisateur lui-même, mais ses besoins, ses attentes et ses capacités. Alors quand je parle de capacité, c'est-à-dire par exemple son niveau d'expertise. Il est évident qu'un utilisateur qui fait des études en design aura un niveau d'expertise bien supérieur à un utilisateur qui n'y connaît absolument rien. Et donc du coup, un utilisateur sans son niveau d'expertise est un utilisateur incomplet. Donc si on prend en compte l'utilisateur en termes
comment dire, de conteneur qui est constitué de certain nombre de besoins parce qu'il est un objectif, évidemment, hein, puisque je le répète, l'objectif est fondamental. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas aller plus loin. Donc l'objectif va générer des besoins, des attentes, et si en plus on connaît les capacités de l'utilisateur, eh bien on aura tous les éléments qui nous permettront de mettre en place une expérience utilisateur optimale. Donc c'est le but du design centré sur l'utilisateur que de proposer une expérience utilisateur optimale, car elle sera basée sur, grâce à l'objectif que l'utilisateur a, les besoins, c'est-à-dire de quelle approche l'utilisateur a besoin, quelles sont ses attentes en termes qualitatifs, de simplicité, de l'efficacité, etc. Et évidemment, grâce à ces capacités, on saura comment y accéder. Alors je donne un exemple sur les capacités de l'utilisateur. Si par exemple je développe un système ou un logiciel de traitement d'image, par exemple, je prends en compte les capacités d'un utilisateur débutant, novice, eh bien je vais plutôt me focaliser sur des éléments d'interface qui vont lui apporter de l'aide, une aide préemptive, c'est-à-dire une aide au moment où il aura besoin d'une fonction, eh bien peut-être que je ferai comme sur Illustrator ou Photoshop, apparaître un petit panneau qui lui expliquera à quoi sert cet outil-là, et également qui lui montrera, pourquoi pas, quel est le raccourci clavier pour y accéder, même si à ce moment-là, le raccourci clavier n'est pas pour lui, car ses capacités sont réduites. Par contre, si je prends en compte les capacités d'un utilisateur qui connaît déjà bien les logiciels de retouche graphique, le simple fait d'ouvrir ce petit panneau qui explique la fonctionnalité de l'outil qu'il va utiliser et de montrer qu'il y a un raccourci clavier, eh bien l'utilisateur avancé ne regardera finalement qu'une seule chose, c'est le raccourci clavier. Il le mémorisera, et à l'application suivante, il l'utilisera directement. Donc c'est uniquement en connaissant les capacités de l'utilisateur qu'on se rend compte qu'on peut répondre à leurs besoins et à leurs attentes, et ça garantira de cette façon-là une expérience utilisateur optimale pour ces deux types d'utilisateurs. Alors évidemment, pour une expérience utilisateur optimale, on va parler de gamification. La gamification aujourd'hui est partout, hein, elle est partout. Alors elle est partout pour une simple et bonne raison, c'est qu'on cherche l'engagement. Et qu'est-ce qui est plus engageant qu'un jeu? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc du coup, on s'est penché sur cette problématique de gamification en se disant finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas engager l'utilisateur dans des mécanismes qui sortent directement des jeux, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas finalement permettre à l'utilisateur de progresser, une sorte de progression. Et la gamification permet, notamment au travers d'un système alors qui est psychologiquement très intéressant et assez complexe, qui est celui des récompenses et des défis, et bien finalement impliquer l'utilisateur dans un produit ou un service, hein, pour simplement faire que son taux d'engagement augmente et qu'on implique beaucoup plus les utilisateurs. Je reviendrai là-dessus sur une vidéo différente sur la gamification parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un secteur qui est très intéressant. Ce qu'il faut aujourd'hui retenir, c'est que la méthode des récompenses et des défis est une méthode qui est très intéressante puisque la récompense implique finalement l'utilisateur lui-même avec son ego, c'est-à-dire avec le fait ça lui fait du bien hein, au niveau de l'estime qu'il a. Et le défi, lui, est une implication par rapport aux autres utilisateurs, puisqu'il y a une sorte de compétition qu'on va essayer de mettre en place et qui va permettre d'engager l'utilisateur d'une manière beaucoup plus importante. Donc ces deux parties, que sont les récompenses et les défis, sont les deux leviers principaux de la gamification. Quel que soit d'ailleurs le produit et le service, puisqu'on peut gamifier absolument n'importe quoi. C'est simplement d'injecter dans une solution que l'on va créer de la matière pour récompenser l'utilisateur pour lui-même et pour le confronter à d'autres utilisateurs. C'est les deux leviers principaux, je le répète, donc de la gamification. Alors évidemment, quand on parle du UX design, on est forcé de parler d'accessibilité.
Alors l'accessibilité, bon, j'entends souvent parler de SEO, etc. Il faut remettre les choses dans leur place. Le SEO, c'est juste du business, hein, c'est ni plus ni moins que pouvoir augmenter le taux voilà, de visibilité d'un contenu, mais à des fins marketing uniquement. Et l'accessibilité, c'est pas du tout ça, hein. Donc on peut détourner les balises, par exemple. Notamment les balises alt qu'on retrouve sur les sites qui sont alternate, qui sont pas du tout à la base faites pour être créées, enfin utilisées par le SEO, mais ça, simplement pardon, à la base des balises d'accessibilité. Ces balises d'accessibilité, c'est permettre à tous, et notamment j'entends par là aux personnes handicapées, d'avoir accès aux produits qu'on conçoit. L'inclusivité naît de ces concepts-là. On a un ensemble notamment de balises qui s'appellent les balises ARIA, ARIA, qui sont mises en place par des normes américaines, mais on a aussi des normes européennes. Alors, ces GAC sont des normes qui définissent des standards d'accessibilité pour les produits digitaux. C'est fondamental, par exemple, de respecter les notions de contraste, d'avoir par exemple des fonds qui soient suffisamment contrastés par rapport au contenu qu'on va mettre en premier plan, de façon à permettre aux gens qui sont atteints de cécité visuelle ou partielle, ou qui sont atteints de pathologies de reconnaissance de couleur ou de forme, de pouvoir accéder au contenu. Donc l'accessibilité aujourd'hui, elle est fondamentale. Elle est d'ailleurs inscrite dans la loi, puisque les sociétés, notamment en Europe, qui génèrent plus de 10 millions, je crois, d'euros de chiffre d'affaires, sont dans l'obligation d'avoir les normes d'accessibilité respectées pour les contenus digitaux. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi concevoir très tôt dans le process du UX design, parce qu'elles font partie des normes, elles font partie de l'expérience utilisateur, parce que l'expérience utilisateur s'adresse à tous les utilisateurs, et donc évidemment aussi à ceux qui ont des problèmes de cécité ou qui ont des problématiques d'accès au contenu. Alors, on va utiliser un outil qui est parmi les outils les plus utilisés aujourd'hui, et d'ailleurs depuis un certain temps déjà, qui s'appelle l'A/B testing, A/B testing en anglais. Donc c'est le test AB. Le test AB est une méthode relativement simple et qui s'appuie sur un concept aussi assez simple, qui est de pouvoir jauger directement, au lieu de passer par des méthodes statistiques ou de notation, de directement proposer deux contenus différents. Alors on prend un échantillon, on va proposer à nos utilisateurs, à 50% des utilisateurs, une certaine version d'un contenu, et aux 50 autres, une autre version du contenu, et suivant la pénétration de ce contenu-là, on aura des informations sur la méthode la plus efficace en termes d'utilisabilité et d'efficience d'un contenu par rapport à l'autre. Donc l'A/B testing, c'est deux versions différentes d'un élément. Par exemple, pour une page d'accueil ou un bouton d'ailleurs, hein, puisque l'idée c'est d'avoir très très peu de différence évidemment entre les deux versions que l'on va produire. Alors c'est très simple à comprendre. Si on a beaucoup de versions, si on a beaucoup de différences entre les deux versions, on sera incapable de savoir quel est l'élément grâce auquel on a une accessibilité plus importante. Donc on va simplement produire deux contenus qui vont être divergents mais avec très peu d'éléments différents. Un bouton, peut-être la couleur d'un bouton, la taille d'un bouton, l'emplacement d'un call to action. Et ces deux versions, on va les tester auprès d'un pourcentage de la population d'utilisateurs, généralement 50%, pour voir laquelle des versions fonctionnent le mieux en termes de conversion ou d'autres objectifs que l'on va définir à l'avance. On a toujours besoin d'un objectif. Par exemple, je peux produire deux versions d'une page. Mon objectif est de savoir quelle est la version qui convertit le mieux par rapport à par exemple, une inscription à une newsletter. Je vais dans une première version créer un call to action avec un bouton d'une couleur verte, par exemple, hein, qui sera harmonisé avec l'intégralité des couleurs de ma page. Dans une deuxième version, je vais produire la même page, exactement en termes d'éléments, elle sera absolument identique, mais je vais changer la couleur du bouton et je vais le mettre dans une couleur plus, par exemple, d'urgence, en rouge, et je vais produire ces deux versions. Alors, c'est les serveurs qui ont
qui vont s'occuper de ça, hein. Les serveurs qui vont tenir une liste d'accès et qui vont envoyer une version ou l'autre suivant les utilisateurs qui vont accéder au contenu, de façon à respecter les 50-50, hein. Donc ça va, ils vont évoluer, produire une version ou l'autre suivant le pourcentage d'accès. Et ensuite, en analysant ça, eh bien, je saurai par exemple que la version qui a un bouton d'une couleur rouge convertit mieux que la première version, donc je garderai cette version-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégré, par exemple, dans des outils comme HubSpot, qui est un outil mondial, enfin que tout le monde utilise en marketing, en tout cas toutes les grosses boîtes, pour tester notamment ces systèmes-là. Il y a plein d'outils enfin, il y a d'autres outils qui permettent de le faire. On peut aussi le créer soi-même si on le souhaite. Et c'est fondamental pour avoir une vision objective de la réalité d'utilisation d'une application. Donc en UX design, c'est fondamental de savoir ce qui est converti, qui performe le mieux et le plus. On arrive enfin au parcours utilisateur, puisque finalement, quand on parle d'expérience utilisateur, on parle d'un voyage. Alors, moi, je pense assez souvent à ce voyage que je vais faire. Mon but va être, je ne sais pas, de visiter un pays, par exemple. Le voyage commence en fait quand? Est-ce que le voyage commence à partir du moment où je souhaite partir et je commence à faire mes valises? Ou alors est-ce que le voyage commence lorsque je mets le pied dans l'aéroport de destination? Ou est-ce que l'expérience commence à partir du premier jour où je suis arrivé le lendemain matin et je pars de ma chambre? En fait, c'est un voyage qui commence bien plus tôt, généralement. Et donc, le parcours utilisateur, c'est ça, finalement. Est-ce que, dans le but d'accéder à résoudre son objectif, son principal problème, l'utilisateur va passer par un certain nombre d'étapes? Donc, on appelle ces étapes le parcours utilisateur. Cette séquence d'étapes va l'amener du premier accès au produit jusqu'à la résolution de son objectif. Est-ce que c'est un parcours qui va être semé d'embûches? Alors je prends l'exemple, je pars en voyage, je monte dans l'avion, le compartiment en bagage est trop petit, ma valise finalement ne rentre pas dedans. Ensuite, on projette un film, mais le film, je ne le comprends pas parce qu'il est dans une langue différente. Ensuite, j'arrive à l'aéroport, c'est trop tard, il n'y a plus de taxi, donc je pars à pied, je tire ma valise, mais il y a des graviers, enfin c'est infernal, je dois la porter. C'est là où on se rend compte que l'accomplissement d'un objectif qui, en l'occurrence, est produire un produit digital, mais ça peut être également partir en voyage, hein, c'est la même chose, eh bien, le voyage fait partie d'expérience. Donc cette expérience-là, j'ai besoin qu'elle soit la plus fluide possible, donc je vais essayer de réduire ce qu'on appelle les points de friction. Hein, ces points de friction sont tous les endroits où le passage s'effectue avec enfin, c'est difficile, c'est rugueux, ça va jouer sur l'expérience utilisateur. Alors certes, vous pourrez me dire, ça n'aura peut-être pas d'incidence sur l'objectif final, puisque j'arriverai quand même probablement à mon objectif, mais c'est l'ensemble de ces points de friction, mis chacun les uns à la suite des autres, qui vont constituer l'expérience utilisateur. C'est ça l'expérience utilisateur. C'est l'ensemble des points de friction que je vais rencontrer tout au long de mon voyage, qui va m'amener de mon objectif premier à son accomplissement, qui va m'impacter le plus. Et c'est de ça que je vais me rappeler. C'est pas uniquement de l'arrivée à mon objectif, c'est comment j'y suis arrivé. Et en expérience utilisateur, c'est fondamental. C'est comme si on disait que ce qui est important, c'est pas l'endroit où l'on va, c'est tout le chemin que l'on va parcourir pour y aller. Donc c'est exactement, on est exactement en plein dans ce qu'est une expérience utilisateur. C'est un voyage, et c'est à l'ensemble de ces étapes qu'on dira que le voyage est réussi ou pas. On peut aller proposer un contenu digital le plus incroyable possible. Si le voyage, si l'expérience utilisateur est mauvaise, eh bien, on n'y reviendra pas. Parce que on cherche toujours à aller là où c'est le plus gratifiant, où on se sent le mieux. C'est toujours cette démarche que l'utilisateur privilégiera. Pour pouvoir comprendre si le voyage est bon, hein, on va utiliser un outil qui est assez complexe à utiliser finalement, mais qui est un des outils les plus puissants, qui s'appelle une carte d'empathie. Alors,
L'empathie, c'est la capacité que j'ai à comprendre, à ressentir surtout ce que l'utilisateur ressent. Hein, dans l'utilisation d'un système, je vais plutôt analyser ses réactions, le feedback qu'il va me renvoyer. Et d'ailleurs, je peux le faire au travers de formulaires, etc. Il n'y a aucun souci. Hein. Mais c'est plutôt pour essayer de comprendre l'état dans lequel il se trouve. Et on a un outil qui s'appelle la carte d'empathie qu'on a mis au point. Cette carte d'empathie, c'est prendre l'utilisateur pour un système complexe, mais qui interagit avec son univers au travers de 4 parties fondamentales. Comprendre ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc c'est ces 4 parties importantes qui font qu'on va essayer de comprendre, on va essayer d'améliorer son expérience. Ce qu'il fait par les actions qu'il va exécuter sur notre système, on peut très bien mettre en place un ensemble de fonctionnalités et puis au final se rendre compte que les utilisateurs utilisent beaucoup plus telle fonctionnalité que telle autre, alors qu'on aurait pensé plutôt que ça aurait été l'inverse. Non, parce que ce qu'il fait comment dire, donne une indication sur la façon dont on lui propose l'interface, sur l'interface en tout cas, l'accès aux fonctionnalités. Ce qu'il pense, c'est les idées qu'il a avant d'utiliser le produit ou alors qu'il l'utilise. Hein. On a des modèles mentaux donc, qui font qu'on est, entre guillemets, coincé dans ce qu'on connaît déjà et on cherche toujours à défendre ce qu'on connaît plutôt que, on va toujours aller vers le connu plutôt que vers l'inconnu. C'est ce qu'on explique par exemple, on a ce qu'on appelle l'aversion à la perte, c'est-à-dire que on préfère toujours garder ce que l'on possède même si c'est très peu, plutôt que de tenter d'acquérir autre chose même si c'est beaucoup plus enrichissant, parce que souvent on a peur de perdre ce que l'on a. Donc ce que l'utilisateur pense, c'est une indication sur ce qu'il va faire. Ce qu'il voit, eh bien c'est tout ce que l'utilisateur perçoit dans son univers, c'est-à-dire d'autres produits identiques, toutes les expériences qu'il a sur les différents médias qu'il consulte. Il a donc créé avec ça un modèle d'utilisation. Hein. Il s'attend par exemple à ce que, je sais pas, quand on propose de copier quelque chose dans le presse-papier d'une application, eh bien on ait un raccourci qui soit CTRL-C ou Commande-C sur Mac et V, donc si on n'a pas ça, ben, il ne comprendra pas. Si par exemple on crée un logiciel et que on omet de mettre une annulation, ben, l'utilisateur va essayer CTRL-Z ou Commande-Z pour annuler. Donc ça c'est ce qu'il voit parce que ça se passe comme ça. Et ce qu'il entend, eh bien c'est tout ce que l'utilisateur connaît des produits qu'il n'a jamais utilisés, mais par le biais d'autres utilisateurs. Donc ça c'est aussi une partie importante de ce qu'on appelle d'influence, puisque à ce niveau-là, l'utilisateur a des attentes, même s'il n'a pas l'expérience de certains produits, il va écouter ce que les autres en disent. Donc c'est cette carte d'empathie qui va nous permettre de créer une sorte d'instantané, de Polaroid on va dire, de ces 4 parties fondamentales que sont les actions, la réflexion, et l'environnement dans lequel l'utilisateur est et ce qu'en disent les autres. D'ailleurs, vous noterez que on base pratiquement tout ce qui est expérience utilisateur sur ça, et notamment sur les avis, sur les recommandations. Tout ça, c'est dans la partie ce que l'utilisateur entend. Donc voilà. Donc là, j'ai fait le tour des principaux éléments de l'expérience utilisateur. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Donc dans cette deuxième partie, on va voir les principes clés de l'UX, hein, c'est-à-dire finalement comment arriver à avoir quelque chose de plus ou moins tangible, en tout cas une direction sur laquelle s'appuyer, pour proposer une expérience utilisateur riche. J'entends une expérience utilisateur riche, c'est une expérience utilisateur qui va impacter l'utilisateur. Ce que je cherche, c'est l'impact émotionnel. Je cherche à foudroyer l'utilisateur, c'est-à-dire à vraiment l'impacter dans ses émotions. C'est ça le but de l'expérience utilisateur. C'est pas uniquement lui simplifier la vie. Hein. C'est évidemment, il faut lui simplifier la vie, mais il faut l'impacter. Donc on va s'appuyer sur les principes clés qui constituent l'expérience utilisateur. Donc
J'ai noté ça d'une manière assez simple, de façon à avoir un contenu qui soit réutilisable relativement simplement. Le premier principe, c'est, donc je reviens là-dessus, on en a parlé déjà, mais là on va le mettre plutôt en définition, c'est l'utilisabilité. Donc, la définition de l'utilisabilité, c'est une notion qui va évaluer la facilité avec laquelle un utilisateur utilise un produit, ou un système d'ailleurs, hein. Ça peut être n'importe quoi, par exemple un automate bancaire pour retirer de l'argent. On peut noter son utilisabilité. On a un certain nombre de fonctionnalités qui sont importantes. Par exemple, eh bien, il faut que l'objectif de la banque, c'est s'assurer que le porteur de la carte, enfin que la carte déjà est une carte valide. Mais ensuite, il n'y a pas que ça. Il faut aussi qu'il s'assure que, par exemple, l'utilisateur est bien le propriétaire de la carte. Donc, ils vont déployer un système. Bon, pour l'instant, qui est assez basique, qui est, si la personne connaît le code PIN de la carte, eh bien, on part du principe que c'est le possesseur de la carte. Mais c'est pas suffisant, donc on va quand même y adjoindre une caméra vidéo, de façon à filmer la transaction au cas où il y a un système. Et bien là, on pourra confronter l'image de la personne qui tape le code PIN avec la carte d'identité de celui qui a ouvert son compte. Bon, bref, on a un ensemble de buts qui sont différents pour celui qui crée le produit digital et pour celui qui l'utilise. Et finalement, l'utilisabilité, c'est est-ce qu'on va réussir avec facilité à interagir avec le produit pour que l'objectif de l'utilisateur, eh bien, il y arrive d'une manière efficace, efficiente et satisfaisante. Donc ça, c'est l'utilisabilité. C'est loin d'être évident puisque on le voit qu'elle est confrontée aux objectifs de celui qui produit le produit digital. Donc c'est uniquement à l'intersection entre ces deux éléments que ce sera efficace, efficient et satisfaisant. Il est évident que si, par exemple, dans le cadre d'un automate bancaire, on n'a pas de vérification de sécurité, eh bien ça peut impacter l'expérience utilisateur, de la même manière que si le système est trop complexe et trop verrouillé, et ça on le vit tous les jours malheureusement, puisque on voit notamment via, alors on nous promet depuis enfin on peut dire même quelques années maintenant, hein, la suppression des mots de passe pour tous les produits digitaux. On va y arriver, hein, mais pour l'instant, voilà, on a ces authentifications à deux facteurs qui sont peut-être une progression en termes de sécurité, mais qui pénalise quand même beaucoup l'utilisabilité de beaucoup de systèmes, puisqu'on passe son temps à devoir entrer des codes qu'on reçoit par plusieurs moyens différents, etc. Donc l'utilisabilité, voilà, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, hein, et qui va le devenir de plus en plus. Et tout ce que on est en train de faire aujourd'hui sur la sécurité des données, etc., a ce but-là, c'est ne pas interférer dans l'expérience utilisateur. Il faut que lorsque j'utilise un produit ou un service, ce soit simple pour moi, mais que, au-delà du fait que ce soit simple, ce soit, par exemple, très sécurisé, mais que je ne m'en rende pas compte. Donc c'est à ce moment-là, j'aurai une expérience satisfaisante. Donc ça, c'est le principe clé de l'UX, hein, l'utilisabilité. Et dans les caractéristiques qui peuvent, comment dire, qui peuvent la composer, on va retrouver, pour ce qui nous intéresse à nous, une navigation intuitive. Une navigation intuitive, c'est quoi? C'est simplement une navigation qui ressemble à toutes les navigations. Parce que je sais que dans une application, quand je veux envoyer un email à quelqu'un, je vais chercher une page contact. Il faut absolument que j'ai une page contact sur un site web. On ne peut pas imaginer un site sans page contact, par exemple. La navigation intuitive fait que bien, je suis habitué à ce que le menu bascule dans un menu hamburger, voilà, sur un mobile, par exemple. Donc je vais chercher à être compatible avec ces niveaux d'attente de façon à simplifier le deuxième point qui est la facilité d'apprentissage. Si je dois utiliser plusieurs fois le produit pour l'apprendre, il est très probable que je ne le réutilise pas souvent. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, je vais être pris dans mon piège. C'est-à-dire que si je ne réutilise pas régulièrement un produit qui a une facilité d'apprentissage qui est complexe, eh bien, j'arriverai jamais à le maîtriser en fait, hein. Et on le voit tous les jours enfin moi je le vois en tout cas tous les jours. Je reviens souvent j'ai 25 modules d'apprentissage différents. Chaque fois que je passe, j'essaie de ne jamais rester plus de 15 jours sans utiliser un produit, je sais pas, en termes de développement, de 3D, etc. Parce que les courbes d'apprentissage font que le cerveau ne retient pas tout et que chaque fois on est
reconfronté, pardon, à revenir le produit pour le reprendre en main. Donc évidemment, ça va agir sur l'efficacité dans l'accomplissement des tâches. Et il faut absolument que je sois efficace, donc que j'arrive à, grâce à une navigation intuitive et à une facilité d'apprentissage très basse, enfin ou très forte plutôt, à accomplir rapidement ma tâche. Alors pourquoi? Parce que non seulement le produit va me paraître convivial, mais surtout parce que le fait que plus on demande à un utilisateur d'effectuer de tâches, et plus il va commettre d'erreurs. Alors, les erreurs, c'est un monde qui est fascinant, hein. J'ai un module sur la gestion des erreurs. C'est absolument incroyable en fait, hein. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas ce qu'on imagine. L'erreur, c'est pas alors soit un utilisateur qui ne comprend rien et qui fait des erreurs, soit quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. L'erreur s'envisage au tout début de la conception d'un produit. C'est-à-dire que l'erreur, il y a des erreurs par exemple qui sont, enfin, il y a certains types d'erreurs qu'on peut difficilement combattre. Par exemple, les erreurs qui relèvent d'une mauvaise compréhension d'un système sont très compliquées à gérer. Alors je vous donne juste un exemple pour illustrer ça. Vous êtes au volant de votre voiture, vous avez un tableau de bord, et sur votre tableau de bord, vous avez un voyant qui s'allume. Et là, vous vous dites, oula, le voyant d'huile vient de s'allumer, voilà, ça craint. Donc vous arrêtez à une station-service, et vous allez voir le garagiste et vous lui dites, écoutez, j'ai un souci, j'ai le voyant d'huile qui vient de s'allumer, je pense qu'il faudrait vous regarder le niveau d'huile parce que bah, il doit en manquer et puis ça risque de poser des problèmes. Et là, le garagiste donc rentre dans votre bagnole, regarde votre tableau de bord et vous fait, ah non, mais monsieur, vous n'avez pas compris, c'est pas le voyant d'huile qui vient de s'allumer, c'est le voyant d'eau. Ça, c'est une erreur par glissement, c'est-à-dire que c'est une erreur qui est née du fait que vous avez une mauvaise connaissance de l'outil que vous utilisez. Et ça, c'est très compliqué à gérer, par exemple, parce que non, il n'y a pas d'erreur particulière, sauf si c'est une erreur d'interprétation. Donc, ça montre à quel point l'erreur peut s'immiscer n'importe où. Alors, j'ai un deuxième exemple, pour mettre en évidence ça aussi, c'est l'erreur par glissement. C'est-à-dire que, par exemple, vous proposez un formulaire, hein, on arrive avec ce formulaire-là à vous demander des informations à votre utilisateur. L'utilisateur renseigne son nom, son prénom, son adresse, tout va bien. Et puis là, à la case votre adresse email, il met une adresse email avec @gmail par exemple.com, mais il se trompe et il oublie une lettre par exemple. Donc, il vient de faire une erreur en fait, hein. Mais le système, lui, lui, il voit pas d'erreur, le système. La structure de l'email est bonne, la première partie est bonne, arrobase, le nom du domaine, point quelque chose, l'extension de domaine est bonne, donc le système valide la demande. Or, il va s'avérer que l'utilisateur ne recevra jamais les contenus qu'il souhaitait obtenir. Donc finalement, pour le système, il n'y a pas eu d'erreur. Pour l'utilisateur, ça va lui engendrer en fait probablement une réaction qui va être cette société n'est pas sérieuse, je n'ai jamais reçu ce que j'ai demandé. Donc c'est là où on voit que l'erreur est beaucoup plus ancrée dans le système, elle fait partie même intégrante du système, et que il faut l'intégrer rapidement. Alors il y a de multiples façons de l'intégrer, mais il y a notamment, par exemple, lorsque l'on propose un formulaire, proposer une vérification de la validité de l'adresse email. Alors c'est plus compliqué que simplement vérifier que l'adresse email est bien formatée avec le nom, ensuite le nom de domaine, l'extension, etc. Mais plutôt par un système qui va envoyer en temps réel un email et qui va attendre un retour du serveur d'email et qui permettra, alors c'est HubSpot par exemple le propose, quand on est sur HubSpot et qu'on crée un formulaire, eh bien on a une validation instantanée du nom de domaine, enfin via les serveurs email qui sont consultés en temps réel et qui nous renvoie cet email n'existe pas. Voilà. Donc mais c'est rarement implémenté parce que ça demande évidemment du travail en plus. Donc ça va jouer sur l'utilisabilité du système. Le deuxième point, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est pouvoir, comme je disais tout à l'heure, être accessible pour un plus grand nombre d'utilisateurs, ayant des capacités physiques ou cognitives différentes, hein, puisque c'est évident que on a peu de moyens d'interagir avec une application, hein. Finalement, si on enlève la souris et le clavier, eh bien c'est fini, on n'a plus aucune interaction, à moins éventuellement d'avoir un écran tactile, c'est la seule interaction qui resterait, sur un ordinateur en tout cas. Eh bien, quand on est en mode accessibilité,
On a des lecteurs d'écran, c'est-à-dire des lecteurs qui sont connectés à l'écran, qui lisent le contenu des pages web, justement en se basant sur les descriptions, puisque si je mets par exemple une image sur mon système, mais si je m'adresse à quelqu'un qui est atteint de cécité, il ne verra pas l'image. Par contre, le système, le lecteur d'écran qu'il a connecté à son système va lire la partie description de l'image, et là il entendra cette image montre des utilisateurs utilisant tel système, donc il comprendra, et donc c'est super important d'être compatible avec ces notions d'accessibilité. Euh, Compatibilité avec les technologies d'assistance, hein, notamment facilité d'accès pour les personnes handicapées, conception inclusive. Donc ça c'est fondamental pour les expériences utilisateurs. Ensuite, on a les principes clés de l'UX, c'est l'utilité. Alors l'utilité, c'est simplement est-ce que le produit que j'utilise correspond aux besoins que j'ai d'une manière significative et pertinente. Significative, c'est-à-dire est-ce que ça me permet vraiment de résoudre mon problème, et pertinente, est-ce que ça le fait de la manière la plus simple et efficace. À ce moment-là, on parle d'utilité. Si on prend un marteau, par exemple, un marteau va permettre de planter des clous, hein, donc c'est utile si je veux planter des clous. Maintenant, si je veux dévisser une vis avec un marteau, bah, je pourrais rien faire puisque l'utilité n'est possible pour un produit qu'à partir du moment où on en connaît l'utilisation. Hein, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui n'a qu'un marteau voit tous les problèmes sous forme de clous. C'est-à-dire que on comprend que l'utilité d'un produit, c'est aussi la manière dont on va voir ou pouvoir interagir avec le produit lui-même. Donc si le produit est utile, et bien à ce moment-là, on aura des fonctionnalités utiles et pertinentes, c'est-à-dire uniquement dirigées vers la résolution du problème de l'utilisateur. Ça sera aligné avec ses objectifs, les tâches qu'il est capable d'effectuer et les problèmes qu'il est susceptible de résoudre. Donc ça sera l'utilité d'un produit. Engendre en UX la satisfaction, hein, c'est-à-dire le niveau de plaisir, de confort et de contentement. Hein, c'est ça la satisfaction. C'est est-ce que ça me procure du plaisir d'utiliser un produit parce que c'est simple, parce que c'est joliment proposé, c'est attractif. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que les boutons sont suffisamment grands? Est-ce que j'ai pas trop de charge mentale? Je vais être dans un état de contentement. Et donc du coup, c'est à l'interaction avec ce produit que je vais avoir un niveau de satisfaction plus ou moins important. Ce niveau de satisfaction, c'est l'expérience positive, une esthétique agréable, des rétroactions positives des utilisateurs et une fidélité à long terme finalement, puisque c'est uniquement si le degré de satisfaction dépasse un certain niveau, alors ça dépend de chacun, mais globalement si ce niveau est plutôt dans la zone positive, que je serai fidèle à un produit ou un service. À long terme hein, surtout. Donc en ayant utilisé une fois un produit, des années plus tard, si je le réutilise, j'aurai toujours cette idée que le produit était agréable à utiliser. C'est ce que j'attends quand je crée quelque chose. Donc, ces principes, il n'y en a pas beaucoup, hein, ils servent de base à l'évaluation de l'expérience utilisateur. Donc, l'idée, c'est évaluer l'expérience, est-ce qu'elle est bonne, moyenne, ou c'est un petit peu ces trois boutons qu'on peut presser quand on est, par exemple, sur l'autoroute, on rentre dans une station d'arrêt d'autoroute, on va, par exemple, je sais pas, dans les toilettes, se laver les mains, etc. Et à la sortie, on a trois boutons, on a trois smileys, un qui sourit, un autre qui est neutre et un autre qui fait la gueule, et là, juste, on clique dessus. C'est ce qu'on attend en fait. Hein. C'est pouvoir produire des produits et des interfaces qui répondent aux besoins des utilisateurs, quels qu'ils soient, puisque l'utilisateur a toujours un problème à la base et il suffit simplement en fait de lui donner des outils qui permettent de le résoudre de trois manières différentes. Il faut que ce soit efficace, accessible et utile et satisfaisant. Ce qui fait que si on a l'ensemble de ces critères qui sont résolus, eh bien, ça produira une interface utilisateur positive. C'est tout ce qu'on recherche. Voilà, donc là je m'arrête là sur cette partie